Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire. À la une de ce jeudi 15 novembre, fin de l'ISF, faute inexcusable et homicide involontaire, et pour finir, diffamation d'un partenaire. On ouvre ce JT avec une précision relative à la fin de l'ISF. L'article 31 de la loi de finances pour 2018 a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF. Depuis le 1er janvier 2018, il est remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, dont l'assiette taxable est cantonnée aux actifs immobiliers détenus directement ou indirectement par le redevable. Toutefois, certaines dispositions de l'ex-ISF perdurent au-delà du 1er janvier 2018, notamment les engagements collectifs de conservation de parts ou actions de société conclus avant le 31 décembre 2017 doivent être respectés jusqu'à leur terme sous peine de remise en cause par l'administration fiscale de l'exonération partielle d'ISF obtenue. Il en est de même pour les engagements de conservation pris par les salariés ou mandataires sociaux afin de bénéficier d'une exonération partielle d'ISF. Faute inexcusable et homicide involontaire à présent avec cette affaire. Un employeur avait été condamné au pénal pour homicide involontaire à la suite du décès d'un salarié qui avait chuté d'une nacelle instable et inadaptée aux travaux à effectuer. Sa famille avait par ailleurs intenté une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'objectif étant dans cette hypothèse d'obtenir l'indemnisation du préjudice moral provoqué par le décès de la victime. En principe, pour faire reconnaître la faute inexcusable, il faut démontrer que l'employeur, alors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposée la victime, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Cependant, dans cette affaire, les juges ont considéré que dès lors que l'employeur avait été définitivement condamné pour un homicide involontaire commis dans le cadre du travail sur un salarié, les éléments caractérisant la faute inexcusable étaient établis. Par cette décision, la Cour de cassation semble vouloir infléchir sa jurisprudence qui, jusqu'à présent, considérait que la faute pénale non intentionnelle devait être dissociée de la faute inexcusable. Il n'est pas toujours aisé de distinguer dénigrement et diffamation, illustration à travers un arrêt récent. Le gérant d'une société dépose plainte pour abus de confiance contre une entreprise. Il fait publier dans la presse un article dans lequel il détaille ses accusations. L'entreprise assigne le dirigeant en justice. Elle lui demande réparation de cette mauvaise publicité qu'elle estime être du dénigrement. L'entreprise perd son procès. Les juges ont considéré qu'il n'y avait pas dénigrement, car les malversations reprochées la visaient elle en tant que personne morale et non ses produits ou services. Il s'agissait de diffamation. De tels faits relèvent du régime spécifique de la loi du 29 juillet 1881. Il faut notamment agir dans les 3 mois et exclusivement devant le tribunal de grande instance. C'est la fin de ce JT, on se retrouve demain pour un dernier point d'actualité avant le week-end.